C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, bilan de l'an 1 du second mandat de Patrice Talon, le ministre du Cadre de vie s'est prêté à l'exercice. José Didier Tonato a exposé les avancées et dans son secteur. Le Sintrap était en audience à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Au menu des discussions, la prolongation du délai des dossiers de carte de presse et le mode de désignation des professionnels des médias à la HAC. Et puis le programme de renforcement de capacité des guides de tourisme est lancé. Ils sont 54 à bénéficier de cette formation qui vise à pallier les insuffisances de ressources humaines de qualité dans le secteur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. On ouvre avec les compositions du baccalauréat technique. Les candidats planchent depuis ce matin dans différentes filières au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Les autorités du ministère des enseignements secondaires et celles du ministère de l'enseignement supérieur sont allées constater le déroulement de l'examen. Gilles Dansou et Igor Ayoso. Ils composent dans 5 filières, le bac E, F3, F4, EA et G1. Au centre du lycée technique Koulibaly de Cotonou, ils sont au total 1275 candidats. Le top de l'examen est donné et les différentes autorités parcourent les salles pour s'assurer du bon déroulement. Le chef centre donne quelques précisions. Le lycée technique Koulibaly accueille 5 séries de baccalauréat série technologique. La délégation ministérielle a lancé ce matin la série F4 qui a accueilli 473 candidats répartis dans 19 salles. Et c'est la série génie civil. En réalité, ils ont le bac F4 pour génie civil. Mais depuis le 31 mai, nous avons démarré par la série F3 qui a 442 candidats répartis dans 10 groupes. Et le 2 juin, les séries G1 qui ont 160 candidats, secrétariat, et la série E, 23 candidats, et la série EA, 177 candidats, ont également démarré depuis le 2 juin. Les dispositions sont prises pour que cet examen se déroule dans les conditions les meilleures. La vision du chef de l'État qui prône la professionnalisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle tend vers une effectivité. Et c'est ce qui va nous amener au niveau du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle à sensibiliser davantage les apprenants. Je peux vous rassurer que jusqu'à ce que les élèves aillent à cet examen, et que les programmes ont été exécutés à 100%. Et donc pour cela, nous espérons quand même que les résultats soient meilleurs. Un tour a été fait au collège catholique Saint-Jean-Bosco de Cotonou, où les candidats sont également en pleine composition. Je vous le disais en titre, à l'instar de ses collègues du gouvernement, José Didier Tonato était invité sur l'émission Le gouvernement en action. Pour le bilan de l'an 1 du second mandat Talon, le ministre du Cadre de vie a exposé les avancées dans son secteur. Le Naïk Agbazaou nous propose une synthèse de cet entretien. Un an au compteur du second mandat de Patrice Talon. L'exécutif reste attaché à l'assainissement et à l'embellissement du cadre de vie. Je pourrais dire que le programme des logements se poursuit, le logement économique. C'est le programme emblématique du cadre de vie parce que tout le monde sait que habiter chez soi pour les Béninois est quelque chose de fondamental. Et c'est la première fois depuis 60 ans qu'on emblave de façon globale l'habitat dans son sens d'apport du foncier, du financement, des infrastructures et de l'unité de logement réalisée selon les normes internationales. Le programme asphaltage se poursuit. En réalité, au-delà de l'infrastructure, c'est le programme d'amélioration de la mobilité urbaine, de la circulation dans nos villes et donc de dynamisation de l'économie. Est venu en renfort au projet asphaltage dans la capitale économique, le programme d'assainissement pluvial. Un programme qui fait 264 milliards de nos francs avec 8 partenaires qui font confiance au Bénin pour délivrer en 5 ans un programme qui était prévu pour être abouti dans le meilleur des cas en 2038. Donc, en 2025, si tout va bien, en 2026, si nous glissons un peu, Cotonou
sera définitivement hors d'eau. Les 9 marchés urbains de Cotonou sont presque achevés. Sur le lot 2, qui concerne 6 marchés, et je serai très précis, c'est les 2 marchés de Porto Novo, Wando et Awambo, le marché Hundro d'Abomey, ouais. Le marché de Kokokodi, le marché Guéman de Parakou et le marché de Djougou. Ouais. Il y a les marchés régionaux à Natitengu qui est pas fini, Glazoué, oui. Azové, Webo, et puis Pao. Aujourd'hui, nous sommes déjà à l'étude pour lancer la phase 2, où 16 marchés sont programmés. Et parmi les 16 marchés, il y a une bonne moitié qui sont une décision, une conclusion de la tournée de reddition de comptes que le chef de l'État a eu à faire. La salubrité et la gestion des déchets sont effectives dans les communes du Grand Okoué et la lutte contre les sachets plastiques est renforcée. Et ce qui frappe les étrangers quand ils rentrent dans Cotonou, c'est que nos rues sont propres. Les directions techniques du ministère du cadre de vie s'activent sur plusieurs autres chantiers comme ceux des cités ministérielles et administratives. Et plusieurs réformes sont impulsées dans le secteur pour des villes attrayantes, avec des aménagements paysagers conséquents. On prend la direction de l'Assemblée nationale. Lors d'une plénière tenue en début de semaine, les députés ont adopté une nouvelle loi organique sur la Cour des comptes et une autre portant statut des magistrats de cette haute juridiction. Nathalie Doris Olabi pour les détails. La première loi présentée et examinée au cours de cette plénière est la loi numéro 2022-05 portant loi organique de la Cour des comptes. Le projet de loi organique en étude comporte 76 articles répartis en 4 titres relatifs aux dispositions liminaires, titre 1er, à la compétence, aux attributions, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, titre 2, au Conseil supérieur des comptes, titre 3, et aux dispositions transitoires finales, titre 4. Au terme des débats, la loi a été adoptée à l'unanimité des députés et permettra de doter la Cour des comptes d'une loi organique comportant des dispositions essentielles et conformes à la Constitution. La seconde loi, celle numéro 2022-06 portant statut des magistrats de la Cour des comptes, a été également présentée et examinée. L'adoption du projet de statut en étude permettra de doter la Cour des comptes d'un texte pour la gestion spécifique de la carrière des magistrats qui y siègent. En conséquence, la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme suggère à la plénière d'adopter le projet de loi portant statut des magistrats de la Cour des comptes tel qu'amendé. Et c'est également à l'unanimité que les élus du peuple ont adopté cette loi de 37 articles répartis en 5 titres portant statut des magistrats de la Cour des comptes en République du Bénin. Plus de 2000 pèlerins sont candidats au Hajj 2022, moins que les années précédentes, et le ticket coûte plus cher que d'habitude, même si le gouvernement a offert des exonérations pour soulager les pèlerins. Les précisions de Renaud Akapo et Simon Villon. Le Bénin s'est vu accorder cette année un quota de 2083 pèlerins pour le voyage sur les lieux saints, un chiffre en baisse comparé à celui de 2019. La principale cause, la Covid-19, cette pandémie ajoutée à la crise russo-ukrainienne, ont eu des répercussions sur les coûts. Le prix du Hajj par pèlerin et les dépenses y afférentes s'élèvent cette année à la somme de 3 400 000 francs CFA. Quelques éléments du prix du Hajj. Par le logement à la Mecque et à Médine, cette année-ci est pour environ 476 850. Nous pouvons constater que le prix du Kandé auquel nous souscrivons depuis des années, cette année-ci, se monte à 933 240 contre 140 000 en 2019, qui fait vraiment une progression énorme. Et qui peut se comprendre d'ailleurs. Là-bas, ils ont des tentes qui pourraient contenir 40 personnes. Cette année-ci, compte tenu de la Covid 2019, les règles sanitaires imposent qu'il n'y a pas plus de 10 personnes par tente. Et quand vous voyez les éléments de coût, ce sont les mêmes frais qui sont engagés pour 40 personnes qui seront supportés ici maintenant par 10 personnes. Le second élément, c'est le billet d'avion qui est autour de 1 300 000. La flambée du prix du pétrole, dû essentiellement
à la guerre en Ukraine fait que nous sommes passés de 1,10 million en 2019 à 1,3 million cette année-ci. Très sensible à cette situation conjoncturelle, le gouvernement a pris certaines mesures pour atténuer les effets de la hausse des coûts sur les pèlerins. Le président a exonéré de TVA toutes les dépenses qui sont exécutables au Bénin. De l'analyse chiffrée qui a été faite, on aurait pu dire que le prix devait passer à plus des 3,4 millions qui ont été annoncés. Mais des ajustements ont pu se faire et nous sommes arrivés pour cette année au prix de 3 400 000 francs. Comme vous avez constaté, partout ils pouvaient comprimer, partout ils pouvaient laisser passer, le président l'a fait. Des dispositions utiles ont été prises pour que les pèlerins puissent accomplir ce pilier important qu'est le Hajj. En visioconférence depuis l'ambassade du Bénin en Arabie Saoudite, l'ambassadeur Adam Bagoudou est revenu sur les diligences effectuées pour répondre aux exigences saoudiennes gardiennes des lieux saints. Cette rencontre d'échange s'est refermée sur des discussions menées avec les responsables des 27 sociétés agréées pour le voyage en Terre Sainte. Prochaine étape, l'enregistrement des candidats sur la plateforme dédiée. L'ambassadeur du Koweït est en fin de mission au Bénin. Avant son départ de Cotonou, il a rendu une visite de courtoisie au ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Au sortir de l'audience, il apprécie son séjour. On l'écoute au micro de Renaud Akapo et Simon Vignon. Yes, I was in Turkey and I arrived yesterday night. Please have a seat. الحقيقة يعني إقامتي هنا في الحقيقة كانت سعيدة. En réalité, mon séjour ici était vraiment un séjour paisible et heureux. Depuis mon arrivée en 2015, les leaders politiques béninois, et le peuple aussi, m'ont montré quand même une certaine hospitalité que j'ai beaucoup appréciée. De même que les agents du ministère des Affaires étrangères, le peuple béninois dans son entièreté m'a été vraiment très bienveillant. Et je quitte le Bénin après 7 ans de séjour ici et je pars avec des souvenirs vraiment intéressants et fier d'avoir aidé à promouvoir les relations entre le Bénin et l'État du Koweït et qui continue sur une très bonne lancée dans tous les domaines. Il y a aussi des échanges de visites entre les deux pays. Nous formulons le vœu de voir ces échanges de visites se concrétiser et d'être plus nombreux. J'ai remarqué que effectivement les transformations sont rapides et très bonnes, de bonne qualité. Et en ce qui concerne les résultats de ces transformations, on se rend compte que c'est le fruit d'une volonté politique forte et d'une détermination assez grande. Et c'est ce que nous souhaitons, le moins de mal que nous souhaitons au peuple béninois, davantage de progrès, de transformation. Et sans doute, la République du Bénin est un partenaire fiable, mais on voudrait davantage. On voudrait davantage, surtout dans la coopération entre nos deux pays, spécialement, quoi. 1100 questions et préoccupations des populations. Voilà la moisson de doléances recueillies par le gouvernement à l'issue de sa tournée nationale de sensibilisation. Mais quel sort est réservé à ces doléances? Suivant la réponse du porte-parole du gouvernement au micro de Jérôme Humbo. Chaque membre du gouvernement au cours de la tournée l'a exprimé et expliqué à nos concitoyens qu'il s'agissait d'une démarche respectueuse vis-à-vis d'eux et d'une démarche scientifique par ailleurs. Aller expliquer la situation, recueillir les doléances. Et puis vous voyez bien que ça a été un travail bien organisé en amont. En même temps que les séances se déroulaient, il y avait des équipes chargées de recenser les préoccupations des populations. Et à l'arrivée, on recense pas moins de 1100 préoccupations diverses dans l'ensemble de nos 77 communes. Cela est un indicateur du sérieux de la démarche du gouvernement qui montre très bien, si besoin en était encore, qu'il ne s'agissait pas pour les membres du gouvernement d'aller se défouler à l'intérieur du pays. Aussitôt la mission terminée, je peux vous dire que dès le mercredi dernier, il y avait déjà eu un premier point
Mais dans le souci d'aller dans le détail, au plus près des préoccupations recueillies à la base, le chef de l'État a instruit et le ministre d'État, ministre de la coordination de l'action gouvernementale, a coordonné le travail qui a consisté à élaborer ce rapport qui renseigne sur les préoccupations que nos concitoyens ont émises à l'occasion de ces rencontres et en même temps sur les réponses que le gouvernement commence à apporter à ces préoccupations. Vous avez noté à travers le compte-rendu que certaines de ces préoccupations ont fait l'objet de délibérations immédiates. D'autres sont classées suivant qu'elles sont structurelles ou spécifiques. D'autres structurelles qui sont liées par exemple au développement global, à comment est construit le développement dans cette commune ou dans les communes environnantes pour que cela impacte les populations qui y vivent. Donc l'ensemble de ces préoccupations, vous l'avez noté également, fera l'objet de réponses appropriées. On a même dit parfois géolocalisées et le comité mis en place travaillera à cet effet afin que, au fur et à mesure, les réponses puissent être apportées. Cela montre bien que le gouvernement a du respect pour nos populations. Chaque année, cette descente au cœur du pays, au plus près de nos concitoyens, devrait se tenir pour partager avec eux les actions du gouvernement, les résultats auxquels ces actions conduisent sans aucun doute, mais aussi recueillir leurs préoccupations et échanger avec elles. Et je puis réitérer ici que c'est un bel exercice de démocratie participative et populaire. Le syndicat des travailleurs de l'audiovisuel du public était au cabinet du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il a soumis 2 doléances à l'institution. D'abord, la prolongation du délai réservé aux dossiers de carte de presse et le mode de désignation des professionnels des médias à la HAC. Lunaïk Agwazaou et Benjamin Linayon. Au cabinet du président de la HAC, le bureau directeur du syndicat national des travailleurs de l'audiovisuel public du Bénin. Les membres de ce bureau y sont pour exprimer au nom de leur père 2 doléances majeures. C'est inédit qu'il y ait d'engouement autour de l'établissement des cartes professionnelles. C'est la première fois que ça arrive et donc nous lui avons demandé d'essayer de voir, de prolonger le délai. Et donc je pense quand même que ce serait fait. Je crois que je peux dire que le président a cédé quelque peu à notre demande et donc le délai pourrait être prolongé d'ici à là. Le second point de cette audience est relatif au combat de l'heure que mène le syndicat. Le Syntrap dénonce le processus de toilettage des tests de l'Assemblée spéciale des fêtières des professionnels des médias, qui s'est tenu malgré sa demande de report. Le rapport de l'atelier qui ne fait pas l'unanimité et surtout le mode de désignation annoncé des représentants des professionnels des médias à la HAC. Ce que nous redoutons le plus aujourd'hui, c'est le fait qu'on puisse imposer aux professionnels des médias des choix qui ne sont pas les leurs. Et nous refusons cet esclavagisme. On ne va pas faire de l'esclavage intellectuel. Nous refusons totalement. Et nous allons nous battre pour ça. Et je peux vous assurer que l'oiseau qui appelle la pluie n'y échappera point. Mais pour l'instant, nous avons choisi de négocier, de discuter, d'échanger. Nous avons choisi globalement la voie pacifique. Et c'est justement pour ça que nous sommes allés voir le président de la RAC pour lui exposer le problème et pour lui demander d'intervenir en tant que sage, parce que ce qui est en train d'être fait, c'est qu'on veut arracher le droit de chaque professionnel de pouvoir désigner son représentant à la RAC. Cette audience a été un succès total. Nous avons eu satisfaction à 100%. Ce que nous demandons, c'est pour toute la corporation, c'est pour tous les professionnels des médias et nous sommes dans le droit chemin, nous sommes avec la vérité, nous sommes avec la logique et il n'y a pas de quoi qu'un sage ne puisse pas être d'accord avec nous. Le Syntrap compte donc sur le président de l'autorité de régulation des médias au Bénin pour la satisfaction de sa revendication. À la suite du Syntrap, l'association des agences de communication du Bénin a été reçue par le président de la HAC. Au menu des échanges, la codification et la réglementation de la publicité au Bénin. Suivant le vice-président de l'association à sa sortie de l'audience, au micro de Lunaïk Agwazaou et Benjamin Dinayo. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par l'autorité, c'est-à-dire le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, parce que nous avions sollicité une audience afin de lui présenter
l'association, ses objectifs et, disons, dans quelle mesure l'association pourrait travailler avec les autorités afin de mettre en place un code de la publicité ou une réglementation de la publicité dans notre pays en général. Et on a été très surpris de la clairvoyance du président qui a une très bonne vision du secteur, une très bonne vision de sa réglementation et par le passé même, il a eu à travailler déjà sur la procédure de codification en cours. Là, le président a mis une idée très satisfaisante pour nous, et c'est la mise en place d'un cadre de concertation entre l'Association des agents de communication du Bénin et la haute autorité de l'audiovisuel de la communication afin de mettre en place tous les éléments nécessaires pour impulser une dynamique au processus de codification et de réglementation de la publicité dans notre pays. Le ministère du Tourisme vient de lancer le programme de renforcement de capacité des guides de tourisme. Le programme vise à pallier l'insuffisance de ressources humaines de qualité dans le secteur. Les 54 guides sélectionnés et les partenaires du programme ont été conviés au lancement du programme par le ministre de tutelle, Ola Rodrigue Babagbeto et Brice Chibozo. Boris se fera un chemin pour une place sur le podium. Comme tous ses 53 autres collègues, il ne faut pas manquer d'immortaliser cet événement inédit au Bénin. Personnellement, j'étais très content. Très vite, nous on a compris que c'est le moment de nous professionnaliser. C'est avec joie que cette nouvelle a été accueillie dans cette corporation. S'il faut fidéliser les touristes, les faire venir, ça dépend de la qualité du guide. Un peu plus tôt, l'instant est plein de solennité. Les guides de tourisme suivent avec attention la présentation du contenu de ce programme appuyé par la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du tourisme, OMT. Pendant cette semaine de formation, les 54 guides sélectionnés auront à affûter leurs armes sur des thématiques bien concoctées. Nous avons 24 modules qui ont été préparés, dans lesquels nous retrouverons entre autres l'histoire, le patrimoine et la culture, les techniques de guidage, la déontologie, et l'importance du numérique. L'Organisation mondiale du tourisme a été choisie parce que c'est des experts internationaux pour apporter cet accompagnement en termes de développement des ressources humaines et nous espérons que nous ne serons pas déçus et je suis sûr que nous ne serons pas déçus. L'assurance est partagée par le gouvernement béninois. Il compte jouer sa partition pour attirer le tourisme régional et transfrontalier. Le gouvernement du Bénin a fait de la formation technique et de l'enseignement technique le principal levier pour la transformation de l'économie nationale. Ce que nous faisons aujourd'hui participe de cela. L'objectif que vise le gouvernement à travers le déploiement de ce programme de formation intensive est de disposer in fine de ressources humaines qualifiées en vue de soigner l'image de la destination Bénin et d'accroître évidemment sa fréquentation. Les bénéficiaires de ce programme mesurent la grandeur de la tâche qui leur incombe désormais. La Fédération des femmes pour la paix mondiale fête 30 ans. Pour marquer l'événement, les femmes de cette organisation se sont retrouvées à Porto Novo. Thème de la rencontre, la construction de communautés pacifiques et d'interdépendance, de prospérité mutuelle, de valeurs universelles et le rôle du leadership féminin. Firmin Bassao et Brice Humbo. La Fédération des femmes pour la paix mondiale célèbre ses 30 ans d'existence. Un événement couplé par le sommet départemental et festival des familles pour la paix, étape de l'OME, une organisation non gouvernementale et apolitique créée le 10 avril 1992 à Séoul, en Corée du Sud. L'organisation œuvre depuis lors pour un environnement de paix, du bien-être pour les générations futures et les peuples de toutes races, cultures et croyances religieuses. La longue histoire humaine, faite de conflits et de guerre, a été essentiellement guidée par les hommes, par la masculinité. L'heure est venue pour que les femmes qui gardent chaque être humain pendant 9 mois dans leur ventre développent une logique féminine et d'amour. Je nous invite tous à lutter pour la paix
et refuser tout ce qui peut être des entraves à sa bonne marche. Déclarons et dénonçons tous actes de violence et de brimade chaque fois que nous aurons l'occasion et à quelque niveau que la vie ou la société nous met. Dans un monde où les différentes communautés sont en proie à des conflits de toutes sortes, l'initiative de la Fédération se veut salutaire. Aujourd'hui, on ne saurait parler de paix si les hommes que nous sommes ne sont pas prêts pour adopter des comportements qu'il faut, pour avoir cette tolérance, l'acceptation de l'autre malgré la différence. À l'occasion, des membres et des personnalités connues pour leur engagement pour la paix ont reçu des distinctions, ce qui fait d'eux de nouveaux ambassadeurs pour la paix. Écho de la Journée nationale de l'arbre et de la campagne nationale de reboisement 2022-2023. Le thème retenu pour cette année, c'est « Valorisation des essences autochtones pour une économie verte et durable ». Dans le département du Zou, c'est Abomey qui a abrité les manifestations officielles. Mirabel Akpaki et Judikaël Aïna. La Journée nationale de l'arbre est institutionnalisée en 1985 pour soutenir la reconstitution du couvert forestier et aussi pour favoriser la satisfaction des populations en besoin de produits forestiers, en pâturage pour les animaux et pour l'amélioration du cadre de vie. Valorisation des essences autochtones pour une économie verte et durable, le thème de cette édition. Ce thème traduit la volonté du ministère du cadre de vie et du développement durable à porter davantage son choix vers les essences endogènes pour asseoir une économie verte. Le bilan de la campagne nationale de reboisement 2020-2021 sur l'ensemble du territoire national est de 16 497 995 plants mis en terre, toutes essences confondues, sur une superficie de 13 402 hectares et 188 926 mètres linéaires contre 11 575 207 plants mis en terre en 2020, soit un accroissement de 43%. Des approches comme l'agriculture intelligente et les essences autochtones résilientes au changement climatique sont à prioriser pour inverser la tendance. Ces approches, selon Jeanne Adambioko-Akakpo, cadrent avec la vision 2021-2030 du gouvernement intitulée « Décennie de restauration des écosystèmes forestiers » qui entend valoriser les essences autochtones pour une économie verte et durable. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.